L'électromagnétisme est une force fondamentale de la Terre. Le champ électromagnétique prend la forme d'un tore dans lequel circulent toutes les fréquences et vibrations de l'électromagnétisme. Les inducteurs et les transformateurs toriques sont essentiels à la production d'énergie électrique. Il existe de nombreuses façons de produire de l'électromagnétisme. Nous en avons déjà examiné quelques-unes. Nous savons qu'un champ magnétique peut produire de l'électricité et que l'électricité peut produire un champ magnétique. Cela fonctionne dans les deux sens. Le magnétisme et l'électricité sont inextricables. C'est une danse de polarité. Les charges électriques se repoussent ou s'attirent. Les pôles magnétiques s'attirent ou se repoussent. Pour chaque pôle nord, il existe un pôle sud correspondant. Un courant électrique passant à l'intérieur d'un fil crée un champ magnétique correspondant à l'intérieur du fil, et un courant électrique est créé dans une boucle de fil lorsqu'elle est rapprochée ou éloignée d'un champ magnétique. Les aimants en fer à cheval sont des aimants permanents puissants. Leur forme, dans laquelle les deux pôles magnétiques sont proches l'un de l'autre, produit un champ magnétique puissant et élevé. L'aimant en fer à cheval peut également fonctionner comme un électroaimant. Le tout premier électroaimant a été inventé en 1824, nous dit-on, et se présentait sous la forme d'un aimant en fer à cheval. Sa puissance était évidente dès le début. Il ne pesait que 200 grammes, mais pouvait soulever 4 kg de fer. La clé de la puissance de l'aimant en fer à cheval est l'emplacement de ses pôles. Vous pouvez voir le champ magnétique ici, représenté par les lignes vectorielles. Si vous observez attentivement, vous pouvez voir que la concentration du champ magnétique est plus importante près des pôles de l'aimant. Ce qui est étrange, quand on sait que toute vie et la Terre elle-même sont impossibles sans l'électromagnétisme. Pourquoi les visionnaires ne voudraient-ils pas explorer cela plus en détail? Serait-ce parce qu'ils n'en ont pas le droit? Serait-ce qu'ils ont peur de quelque chose? Peur de nous voir relier un peu trop de points? Peut-être. Et encore une fois, les aimants en fer à cheval peuvent agir comme de puissants électroaimants. Si une civilisation devait progresser technologiquement par l'utilisation de l'électromagnétisme, l'aimant en fer à cheval aurait certainement un rôle énorme à jouer dans ce développement. Oui, il le ferait certainement, et il l'a fait. L'aimant en fer à cheval, l'Arc de Triomphe. Oui, l'un des plus puissants électroaimants jamais construits.
Bienvenue dans le futur. Sauf qu'il s'agit du passé. Le futur est venu et est reparti et nous l'avons manqué. La magnifique architecture que nous voyons partout dans notre monde, que les menteurs officiels et les contrôleurs de celui-ci ont appelé historiciste, néoclassique, renaissance, gothique, etc., appartient à une seule et même civilisation unifiée. Une civilisation si développée qu'elle a exploité le pouvoir de l'électromagnétisme à un degré si élevé qu'elle a non seulement construit ces énormes structures, mais les a aussi façonnées avec une finesse et une beauté absolue. Une célébration de leur propre avancée technologique. Les structures ont été conçues dans le seul but de récolter et de générer de l'énergie électromagnétique et de la distribuer partout dans le monde. Leur ville, leur village et tout un mode de vie dépendaient de l'utilisation d'une énergie électromagnétique puissante, propre et gratuite. L'énergie était captée et collectée dans l'ionosphère au-dessus de nos têtes, au moyen d'antennes, de flèches, de dômes et de tours. Toutes les structures impossibles que nous voyons aujourd'hui ont été reconverties, rebaptisées par nos contrôleurs et les citoyens du XIXe siècle. Ceci n'est pas une église, ce n'est pas une mosquée, ce n'est pas un château et ce n'est pas un bâtiment gouvernemental. Ce sont des générateurs puissants et gargantuesques. Ils collectaient et généraient l'énergie électromagnétique qui était ensuite stockée dans d'immenses centrales électriques et distribuée et redirigée par des structures sophistiquées et avancées, dont un énorme électroaimant ou ce que nous connaissons sous le nom d'arc de triomphe. L'énergie était stockée dans des batteries et des condensateurs, tels que des tours et des obélisques. Toutes les villes ont été construites partout dans notre monde sous la forme d'un grand réseau électrique interconnecté, un peu comme une énorme carte mère d'ordinateur. Je sais déjà ce que vous pensez. Quoi? Il a finalement perdu la tête, et je sais. La programmation de secours est en train de se mettre en place. Mais avant de vous détourner pour partir et de balancer vos bottes boueuses, laissez-moi vous montrer comment cela fonctionnait. Comme vous le savez, nous vivons sur un plan plat et stationnaire. Au centre se trouve une source de magnétisme au pôle Nord, et directement au-dessus se trouve Polaris, fixé au point central et le plus élevé d'un merveilleux firmament en forme de dôme cristallin. Sous le firmament, différentes couches d'atmosphère existent à différentes hauteurs. L'ionosphère commence à environ 50 km au-dessus de la Terre. Elle comprend une thermosphère et la mésosphère. L'ionosphère est une atmosphère électrique qui est ionisée par l'électromagnétisme du Soleil. Elle forme également le bord interne de la magnétosphère. Je sais, beaucoup de grands mots et de concepts abstraits. Mais vous êtes familier avec ce processus et vous en avez été témoin chaque jour pendant toute votre vie. Comme vous pouvez le voir, les fioles ici contiennent des gaz moléculaires qui sont présents dans l'atmosphère au-dessus de nous. Lorsqu'une source électromagnétique, telle qu'une bobine Tesla, est appliquée à proximité de ces gaz, le champ magnétique de la bobine ionise ou charge ces gaz, et il en résulte un plasma phosphorescent. Les gaz se colorent, c'est pourquoi notre ciel est principalement bleu, parce que la présence électromagnétique du Soleil ionise l'atmosphère, et le résultat est un plasma coloré. Lorsque le Soleil entre ou sort de notre région, ou ce que les menteurs du monde appellent le lever et le coucher du Soleil, nous voyons une variété de gradients de couleurs en raison de la distance par rapport à l'ionosphère au-dessus de nous. Lorsque le Soleil ne voyage plus au-dessus de notre région, le ciel perd sa couleur et nous pouvons voir les étoiles dans le firmament au-delà.
Bien que les scientifiques officiels désignent l'ionosphère comme une couche atmosphérique, il s'agit en fait d'une couche éthérée. L'éther est le tissu ou l'élément qui porte l'électromagnétisme. Il relie tout dans notre monde. C'est le tissu qui rend possible le Soleil et la Lune et leur voyage concentrique au-dessus de notre disque. L'éther est le mystérieux cinquième élément. Il relie tout électromagnétiquement par l'énergie vibratoire. Il est la colle, la toile, la force motrice d'absolument tout. Les quatre autres éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre, n'existent que grâce à l'éther. Ils sont l'expression des vibrations de l'éther. La cymatique est un bon exemple de la présence de l'éther. Les fréquences alimentées par la plaque de Chladni font que le sable ou le sel forme des formes géométriques précises et complexes. Plus la fréquence est élevée, plus le motif géométrique est complexe. Mais quel est le conduit qui prend les vibrations des fréquences et permet au sable de prendre cette forme? C'est l'éther à l'œuvre. C'est pourquoi nous voyons des fruits et des légumes qui ressemblent beaucoup à des motifs cymatiques. C'est l'éther à l'œuvre. Toute matière est éthérée, et la forme de cette matière est une expression différente de l'éther, déterminée par la fréquence et la vibration. L'éther est le pont entre la fréquence électromagnétique et l'énergie vibratoire et la forme de la matière elle-même. On pourrait l'appeler le Saint-Esprit de Dieu. Le discours historique et scientifique sur l'éther est un discours délibérément manipulé. L'ennemi a introduit la vérité uniquement pour la discréditer et ensuite l'enterrer. Certains des personnages présumés du passé ont écrit sur l'éther. Un certain Aristote l'appelait le cinquième élément. James Clerk Maxwell, le soi-disant père de l'électromagnétisme, a parlé de l'éther en déclarant « Dans plusieurs parties de ce traité, on a tenté d'expliquer les phénomènes électromagnétiques par une action mécanique transmise d'un corps à un autre, au moyen d'un support occupant l'espace entre eux. La théorie ondulaire de la lumière suppose également l'existence d'un support. Il nous reste maintenant à montrer que les propriétés du support électromagnétique sont identiques à celles du support luminifère. Le support auquel il fait référence ici est l'éther. Albert Einstein et d'autres ont réussi à solidifier le modèle héliocentrique à travers des écoles frauduleuses de la pensée scientifique. Mais même Einstein ne pouvait nier la présence de l'éther. Selon la théorie générale de la relativité, l'espace est doté de qualités physiques. En ce sens, il existe donc un éther. Selon la théorie générale de la relativité, un espace sans éther est impensable. Car dans un tel espace, il n'y aurait non seulement pas de propagation de la lumière, mais aussi pas de possibilité d'existence pour les étalons de l'espace et du temps, baguettes de mesure et horloges, ni donc d'intervalle d'espace-temps, au sens physique du terme. Même les scientifiques contemporains, sous le charme de l'héliocentrisme, admettent qu'il est absurde de nier l'existence de l'éther. Aujourd'hui, le vide est reconnu comme un milieu physique riche. Une théorie générale du vide est donc une théorie de tout, une théorie universelle. Il serait approprié d'appeler le vide éther, une fois de plus. Revenons à l'ionosphère éthérée. Comme je l'ai dit, cette couche d'éther au-dessus de nos têtes est une mer constante d'électromagnétisme et est responsable du plasma de couleur au-dessus que nous appelons le ciel. La source de son électromagnétisme est le Soleil. C'est à cause de cette couche ionisée que nous obtenons des éclairs ionosphériques, sous forme de farfadets, qui influencent à leur tour les orages en dessous. Un ion est une particule, un atome ou une molécule ayant une charge électrique nette. L'électricité est un flux continu d'ions. Les électrolytes de notre corps sont ionisés.
Tout est relié par l'électromagnétisme et l'éther. Nos ancêtres historiques hautement développés et sophistiqués comprenaient non seulement le fonctionnement de l'ionosphère et de l'éther, mais ils avaient également mis au point des méthodes pour les exploiter de manière magistrale en tant que combustible pour alimenter la Terre entière. Et si le processus exact par lequel ils ont pu extraire l'éther nous est délibérément caché et reste inconnu, les vestiges structurels que l'humanité a depuis réutilisés en tant qu'architecture nous offrent de nombreux indices sur la façon dont tout cela a fonctionné. Les preuves sont partout pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et une fois que vous les voyez, elles deviennent si évidentes que vous vous en voudrez de ne pas les avoir remarquées en premier lieu. La question est très complexe, et il faudrait du temps pour l'étoffer. Pour l'instant, nous allons donc examiner de plus près certaines de ces structures et présenter quelques concepts de base. Au fur et à mesure que nous poursuivrons notre voyage, nous explorerons tout plus en détail. Nous les voyons partout. Au sommet de toutes ces magnifiques structures, des tours, des flèches et des pinacles qui s'élèvent en antennes pointues. C'est à travers ces antennes complexes que l'éther était récolté. Vous voyez, après la grande réinitialisation des années 1800, l'ennemi a fracturé la compréhension unifiée de Dieu de l'Ancien Monde et a créé de multiples religions pour essayer de cacher Dieu et de justifier l'existence de si grandes et belles structures technologiques. Et je sais que cela peut déranger certaines personnes, mais restez avec moi, je ne vous laisserai pas tomber. Mais pour l'instant, il est essentiel de comprendre que de nombreuses icônes religieuses qui ornent et composent ces antennes n'ont jamais été des indicateurs de différentes religions dans l'Ancien Monde, et n'étaient pas destinées à l'être. Elles signalaient quelque chose d'entièrement différent. Elles sont généralement faites de cuivre et d'or. Tous deux sont d'excellents conducteurs d'électricité. Dans de nombreuses structures, que nous appelons cathédrales, les pointes symétriques des pinacles fonctionnaient de manière similaire, extrayant l'éther de l'ionosphère. Une fois récoltée, l'énergie devait inévitablement être attirée vers le bas dans la partie supérieure la plus large de ces structures en forme de dôme. En examinant l'intérieur de plusieurs de ces dômes, nous nous rendons compte qu'ils reposent sur une ornementation symétrique, obtenue par des indentations ou des cavités dans la maçonnerie. Dans le monde de l'électromagnétisme, un résonneur à cavité fonctionne par symétrie pour produire des oscillations ou des vibrations de particules énergétiques. Les formes symétriques forcent les particules énergétiques ou les ions à vibrer de manière constante. Est-ce la raison pour laquelle nous voyons une ornementation symétrique parfaite dans le plafond de nombreuses structures en forme de dôme? Cela semble sans doute absurde, mais la majorité de ces structures comportent également un petit type de résonneur à cavité, ou ce que l'on appelle plus justement des magnétrons à cavité, qui offrent une certaine clarté quant à la fonction réelle de ces structures. Un magnétron à cavité est un tube à vide de grande puissance qui génère des micro-ondes en utilisant l'interaction d'un flux d'ions avec un champ magnétique lorsqu'il se trouve dans le résonateur de la cavité. Un magnétron fonctionne à travers un vide symétrique et vidé. Il émet de puissantes micro-ondes qui peuvent servir de source d'énergie libre. Si vous brisez la symétrie ou fermez le vide, il ne fonctionne plus. Mais pouvez-vous voir la ressemblance? Ces structures n'ont jamais été conçues pour contenir du verre. Les contrôleurs ont ajouté le vitrail aux rosaces pour couper la fonction du magnétron. Ils ont fermé nos instruments d'énergie libre. Et ils sont partout dans ces structures. Il est intéressant de noter que si vous observez la géométrie de sections entières des structures elles-mêmes,
Il devient alors très évident qu'elles ont fonctionné dans leur intégralité comme un magnétron à cavité pour générer de l'énergie. Tous les magnétrons à cavité sont constitués d'une chambre métallique circulaire centrale chauffée, dans laquelle le courant sort et que l'on appelle cathode. Regardez ce mot, cathode. Est-ce qu'il vous rappelle un autre mot? Cathédrale, cathode. Comme pour tout le reste, ils corrompent la vérité et cachent des choses à la vue de tous. Les contrôleurs ont retiré la plupart des cathodes faisant partie intégrante de ces magnétrons à cavité, mais il existe aujourd'hui certaines structures dans lesquelles on peut voir des traces de l'ancienne cathode encore présente. Le recours important à la symétrie et autres cavités dans ces structures n'est pas une coïncidence. L'ornementation symétrique aurait fonctionné de manière similaire, faisant vibrer les particules énergétiques de manière constante. Les fleurs dans les carrés peuvent être considérées comme des résonateurs acoustiques qui font vibrer les ions. C'est ici que l'énergie aurait été continuellement manipulée en énergie vibratoire et électromagnétique de fréquences spécifiques. Regardez attentivement ces magnifiques résonateurs acoustiques. Pourriez-vous en fabriquer un à la main aujourd'hui et à une telle hauteur? Pourquoi un peuple sous-développé passerait-il autant de temps à fabriquer une ornementation symétrique aussi parfaite? Surtout si elle n'avait aucune fonction et était purement esthétique, il ne l'aurait pas fait. Les résonateurs à cavité et les magnétrons auraient dû fonctionner en partenariat avec un moteur ou un réacteur central contenu dans toutes ces structures. Les mots résonateur et réacteur sont tous deux intéressants, tout comme les mots conducteur, générateur, créateur et le nom Mercator. Ils contiennent tous le mot Thor dans leur structure linguistique. Ils renferment une mémoire linguistique et rendent hommage au Thor ou au chant thorique. Le Thor est le flux de l'électromagnétisme. Sans ce flux d'énergie, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Personne ne peut vraiment en être sûr, mais certains ont suggéré que le moteur était probablement similaire à un réacteur à fusion. Les traces de ces moteurs peuvent être trouvées dans tous les grands générateurs. La coquille vide de l'endroit où se trouvait le moteur est généralement, mais pas toujours, octogonale. C'était juste devant nos yeux tout ce temps. Les contrôleurs ont retiré les moteurs, parfois réaffectant l'espace en baptistère et en kiosque à musique, parfois laissant la base vide ou tentant de les recouvrir. Nous voyons ces structures octogonales dans les cathédrales, les bâtiments gouvernementaux, les mosquées et les kiosques à musique. Et à moins qu'elles n'aient été réaffectées, ces structures semblent n'avoir aucune fonction globale. Elles ne contribuent pas à la structure globale. Elles semblent superflues et inutiles. Des théories ont fait surface selon lesquelles les moteurs ou le mécanisme technologique central étaient similaires à un tokamak, et bien que je ne souscrive pas à cette idée, ce qui deviendra évident plus tard dans notre voyage, nous l'utiliserons pour l'instant à des fins d'illustration. Un tokamak est un dispositif puissant qui utilise un champ magnétique pour produire du plasma sous la forme d'un Thor. Les tokamaks contemporains que nous voyons sont utilisés pour la fusion thermonucléaire. Le champ thorique du tokamak, en conjonction avec les ions vibrants de l'éther, aurait produit un champ électromagnétique hautement conducteur de gaz appelé plasma, tout comme notre Soleil et notre ionosphère. Si ceux de l'Ancien Monde avaient utilisé quelque chose qui ressemble de près à la capacité d'un tokamak, le résultat aurait été une abondance d'énergie électromagnétique propre, puissante et gratuite qui aurait pu alimenter des villes entières et la Terre entière. Il ne s'agissait pas d'églises, de cathédrales, de châteaux et de bâtiments du Parlement, mais d'énormes générateurs de moteurs.
Les contrôleurs ont inventé des étiquettes et des termes tels que Renaissance, gréco-romain, et ainsi de suite, pour décrire le style de ces structures. Mais comme vous pouvez le voir, toutes ces magnifiques structures invraisemblables partagent toutes les mêmes principes structurels fondamentaux et la même conception malgré la période et les cultures. Et ce, parce qu'elles ont été créées dans le seul but de générer de l'énergie. Et ce n'est pas parce que ces structures n'ont jamais été utilisées pour la prière et le culte qu'elles n'étaient pas des lieux saints. Les civilisations du passé entretenaient une relation avec la source et l'Esprit Saint, ou l'éther, comme aucune autre. Et elles lui rendaient hommage, la révéraient et la remerciaient en construisant leur générateur avec tant de splendeur et de beauté. Et non seulement ça, mais ils ont construit l'ensemble de leurs structures, statues et ornementations dans le respect de ce don, dans le respect de la production d'énergie, qui a rendu leur mode de vie possible en premier lieu. La couronne de laurier que les contrôleurs sataniques ont corrompue en s'appropriant le symbole et en le redésignant pour représenter Apollon et Lucifer est en fait une bobine torique. Et nous voyons la bobine torique dans toute l'infrastructure de l'Ancien Monde. Une bobine ayant à la fois une fonction et une célébration de cette fonction. Les bobines électromagnétiques sont des conducteurs électriques. Elles sont utilisées dans des applications où le courant électrique interagit avec un champ magnétique, dans des dispositifs tels que les générateurs, les moteurs, les inducteurs et les transformateurs. La plupart des bobines se présentent sous la forme d'une bobine torique ou d'un fil en spirale. Les bobines sont utilisées en conjonction avec un aimant pour produire un puissant électromagnétisme. Plus le nombre de tours de fil est élevé, plus le champ magnétique est puissant. Les bobines génèrent des vortex qui, à leur tour, créent un champ électromagnétique. C'est un seul et même système interconnecté. Et nous le voyons partout. C'est à cela que servaient les colonnes et les rotondes, de puissantes bobines pour générer l'électromagnétisme et transporter le courant en boucle. Le Thor se trouve à la base de presque toutes les colonnes de notre monde. Il est partout. Regardez le mouvement de l'électricité à l'intérieur d'un fil et le champ magnétique simultané qu'il produit. C'est exactement la forme d'une colonne, et nous voyons cela présent dans toutes ces colonnes gigantesques et méticuleusement fabriquées. C'est pourquoi nous voyons le champ magnétique représenté au sommet de nombreuses colonnes. C'est le mouvement des ions dans le champ magnétique. C'est le mouvement du Thor et du vortex torique. Comme vous l'avez vu, les bobines de fil de cuivre sont essentielles pour électrifier l'aimant. Et je sais ce que vous voulez dire. C'est génial, mais les colonnes et autres structures auxquelles vous faites référence sont en pierre. Mais voyez-vous, toutes ces structures impensables sont faites d'un mélange de pierre et de métal. Ils ont utilisé des barres de fer dans leur construction. Le fer est magnétique.
Ces barres de fer traversent toute l'infrastructure en pierre et sont complétées par une couverture en cuivre et en or. Le cuivre et l'or sont de puissants conducteurs d'électricité. Souvent, nous trouvons des statues entières, des arches, des dômes et des toits faits d'un cuivre bleu distinctif. En outre, la pierre calcaire, le granit et la dolomie sont mélangés à du silicium cristallin ou du quartz. Le quartz a un fort potentiel électrique. Les colonnades et les arches que nous voyons partout étaient à l'origine des composants intégraux de l'infrastructure électromagnétique globale. Bien qu'elles soient également construites dans des formes géométriques qui reflètent le flux d'énergie électromagnétique, comme les bouches de bobines, les champs magnétiques en fer à cheval et les vortex toriques, comme tout ce qui était construit dans l'Ancien Monde, elles étaient à la fois fonctionnelles et conçues comme un hommage à cette fonction. Une grande quantité d'énergie éthérée était stockée dans des structures construites en briques rouges et en béton. Les briques rouges et le béton sont d'excellents conducteurs d'électricité. Ils fonctionnaient comme d'énormes condensateurs ou batteries. Selon de nouvelles recherches, les briques rouges peuvent être converties en unités de stockage d'énergie qui peuvent être chargées pour contenir de l'électricité comme une batterie et peuvent stocker de l'énergie jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire pour alimenter les appareils. La clé de cette fonction de batterie inhérente à la brique rouge est l'oxyde de fer. Le développement et l'utilisation de la brique rouge sont essentiels, et nous reviendrons sur ce sujet bien plus tard au cours de notre voyage. Les très grandes centrales et batteries en briques rouges étaient désignées et reconnaissables par leurs bandes blanches, comme la gare de Saint-Pancras à Londres, et de nombreuses autres structures célèbres. Cette désignation des centrales par des bandes rouges et blanches est encore utilisée aujourd'hui et constitue également un indicateur pour l'aimant. Certaines étaient construites en bleu, noir et marron avec des rayures blanches. Les tours, les obélisques et les petites tours d'horloge fonctionnaient comme des condensateurs intermédiaires ou des batteries pour stocker, distribuer et fournir de l'énergie à travers le réseau. Toute la Terre de notre monde plat était connectée en un seul réseau, un système complexe interconnecté de production, de distribution et de consommation d'énergie libre. Ce réseau a été déstabilisé et désactivé quelque part entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle. Les réseaux électriques de ce type ne fonctionnent pas sur une masse sphérique. Nos ancêtres historiques savaient que la Terre sur laquelle ils marchaient était plate. Ce type d'avancée technologique futuriste est le résultat d'une civilisation qui savait exactement sur quel type de terre elle vivait. Ils n'étaient pas soumis aux mêmes tromperies et abus sataniques que nous. Ils n'ont pas été élevés en croyant qu'ils vivaient sur un rocher globulaire solitaire, tournant dans le vide de l'espace. Les véritables propriétés électromagnétiques éthérées de la Terre ne leur étaient pas cachées. Ils savaient qu'il y avait un firmament bombé au-dessus de leur tête. Ils l'ont étudié, ils ont imité ses propriétés et ont compris sa relation centrale avec toute l'existence éthérée de l'électromagnétisme. Ils vénéraient la magnificence de son art et montraient leur plus grande gratitude à la source, à Dieu et au Saint-Esprit éthéré pour leur avoir donné tout ce dont ils avaient besoin. Regardez. Des dômes.
Avez-vous déjà vu quelque chose d'aussi exquis que cela? Comment avons-nous pu vivre toute notre vie sans envisager sérieusement le caractère inimaginable de ces structures? Comment avons-nous vécu toute notre vie en marchant parmi les squelettes d'un futur oublié depuis longtemps? Je sais, cela fait beaucoup à assimiler. Et je sais que l'image n'est pas encore bien formée dans votre esprit. Il est difficile d'imaginer un réseau électromagnétique interconnecté de cette taille sur toute la Terre. Et la nature technique de l'électromagnétisme n'aide pas. Et je sais que vous vous posez beaucoup de questions. Qui étaient ces gens ou ces êtres qui ont construit ces structures? Où sont-ils allés? Et pourquoi les réseaux électriques ont-ils été désactivés? Qu'en est-il de toute l'iconographie religieuse et de l'art que nous voyons à l'intérieur des cathédrales et des mosquées? Qu'en est-il de toutes les histoires et photographies que nous avons de la construction de ces structures? Qu'en est-il des Romains et des Grecs? Qu'en est-il de certaines des grandes mosquées qui ont été construites récemment? Et si ce que vous nous dites est vrai, comment distribuait-il et stockait-il toute cette énergie comme vous le dites? Était-ce similaire à nos signaux Wi-Fi et radio? Nous aborderons toutes ces questions en temps voulu. Nous avons à peine effleuré la surface. Mais pour l'instant, c'est la dernière question qui est importante. Comment distribuait-il et stockait-il toute cette énergie? Et sous quelle forme? Car voyez-vous, nos ancêtres historiques et sophistiqués ont fait quelque chose que nous, en tant que société, avons fini par négliger. Ils observaient l'eau, et ils l'observaient de près, ici même sur Terre, et au-delà du firmament. Venez, laissez-moi vous montrer. J'ai trébuché à travers une épaisse broussaille et je suis sorti dans une clairière éclairée par la lune avec un petit lac. Dans cette clairière, j'ai rencontré un personnage mystérieux nommé Sturgios. Je lui ai dit que j'étais perdu et il m'a dit de venir et de regarder dans le lac. Il m'a dit de regarder l'eau. « Que vois-tu » m'a-t-il demandé. « Moi-même » ai-je répondu. « Mon reflet ondulant et scintillant dans le clair de lune. »« Miroir, miroir, regarde au-delà de toi-même » a-t-il dit. « Que vois-tu » Et elle était là, comme elle avait toujours été. Miroir, miroir, bien plus haut. Miroir, miroir dans le ciel. Miroir, miroir, ô combien ils ont menti.
C'est impossible. Tout ce temps, caché à la vue de tous. Un reflet déformé, peu fiable, mais inébranlable. Une image quasi photographique à la fois de notre monde connu et qu'est-ce que c'est? C'est le monde inconnu. Merci Sturgios pour tout ton travail. Sturgios a cartographié chaque continent dans les moindres détails. Son travail est méticuleux. Il a cartographié les fuseaux horaires, les saisons, les trajectoires de vol et les distances. La première vraie carte de la Terre plate, et c'est de la plus haute importance, principalement en raison de la masse terrestre inconnue ici, que Sturgios a nommée Terra Vista, d'après la masse terrestre d'Abano Monte, du même nom. Pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de cette Terre avant? Si la zone ici est notre monde connu, alors le monde est vraiment énorme. Mais attendez une minute. La présentation de Sturgios de notre monde connu, ici, cartographie les 5 principaux cercles de latitude. Nous voyons le cercle arctique, les tropiques, l'équateur et le cercle antarctique. Et Sturgios a cartographié le voyage concentrique du Soleil autour de ces cercles de latitude, cartographiant les saisons et les fuseaux horaires avec la plus grande précision et exactitude. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Soleil et la Lune ne peuvent pas parcourir la totalité des masses terrestres présentées ici, car cela prendrait trop de temps. Est-ce que cette masse terrestre n'a pas son propre Soleil? Ou peut-être que la Lune n'est pas une carte du vaste monde, après tout? Mais pas si vite. Nous devons passer un peu de temps à décomposer la découverte de Sturgios ici. Comment l'image de la face de la Lune a été et est formée? Quand a-t-elle été formée et pourquoi? Autant de questions auxquelles personne ne peut répondre. Personne ne le sait, à part les trompeurs des hautes sphères. Mais il y a beaucoup de choses cachées à la vue de tous, qui nous rapprochent un peu plus d'une meilleure compréhension de ce phénomène mystérieux. Tout d'abord, c'est la nature de cette image. C'est une image composite. Vous êtes témoin de plusieurs images simultanées lorsque vous regardez la face de la Lune. Et ces images s'apparentent à un type de photographie au rayon X. Et il est évident qu'il y a aussi beaucoup de distorsions et d'illusions optiques dans ces images. Personne ne peut expliquer comment cette image composite s'est formée. Et personne n'a jamais donné de réponse satisfaisante à la question de savoir ce qu'est exactement la Lune, et ce à juste titre, car si c'était le cas, nous ne serions pas dans cette situation. Alors que la plupart des vues alternatives de la véritable nature de la Lune sont enracinées dans des théories absurdes, telles que celles imaginées par de nombreux trompeurs et garçons qui n'ont pas grandi et qui émettent l'idée que ce sont des extraterrestres qui ont créé la Lune et qu'il existe des bases souterraines au fond de ces cratères. Il y a cependant un homme qui a parlé de la Lune dans les années qui ont précédé la course à l'espace des années 60 et qui a offert une vision très sensée. En 1965, le professeur Foster a défié un complexe scientifique corrompu en déclarant que l'atterrissage sur la Lune était une impossibilité. Une impossibilité, selon lui, parce que la Lune est constituée de plasma et non de matière solide. Voilà ce qu'il a déclaré lors d'une interview. Quelle est votre théorie? Eh bien, c'est bien plus qu'une théorie. Il y a 10 ou 11 ans, j'ai déclaré à divers scientifiques que la Lune n'était pas un morceau de roche, mais du plasma. Un phénomène de plasma, un plasma cosmique, et que ce fait sera finalement confirmé. J'ai fait certaines prédictions qui ont déjà été confirmées en 1958 et la situation actuelle est proche d'une confirmation complète. Des règles scientifiques sont exprimées dans le monde entier maintenant que la Lune semble être d'une nature tout à fait différente de ce que l'on supposait. Les Américains et les Russes envisagent d'y faire atterrir des hommes. Oh, bien ça n'arrivera jamais, pas sur la Lune. Sur Mars, Vénus et d'autres planètes, oui, mais la Lune est définitivement, comme je l'affirme, un plasma. Comme la plupart de ceux qui s'expriment, Foster faisait très probablement partie de l'opposition contrôlée. Remarquez qu'il affirme qu'il est possible d'atterrir sur d'autres planètes, mais pas sur la Lune. Probablement que sa tâche consistait à introduire une demi-vérité selon laquelle la Lune est un phénomène de plasma, pour que ces affirmations soient, je cite, démystifiées et prouvées fausses, quelques années plus tard, après la mise en scène des alunissages. Toutefois, depuis l'affirmation de Foster, notre propre accès à la technologie au cours des dernières années nous a permis d'étudier la Lune de manière plus détaillée, et grâce à cela, nous voyons encore et encore des exemples variés de la Lune se comporter d'une manière qui démontre le mensonge selon lequel il s'agit d'une boule de roche. Nous voyons de nos propres yeux une Lune semi-transparente, soit la nuit, soit lorsqu'il fait encore jour. Nous voyons le ciel à travers la Lune. Il est même parfois possible de voir les étoiles directement à travers la Lune.
De nombreuses personnes ont démontré à plusieurs reprises que la lumière de la Lune est plus froide que l'ombre la nuit et qu'il ne peut donc pas s'agir d'une lumière solaire réfléchie car elle ne possède aucune chaleur résiduelle. Nous savons également que les objets sphériques ne reflètent pas la lumière. Selon les lois de la réflexion, la lumière se concentre en un point culminant et ne se reflète pas. On peut également observer de fréquents croissants de lune lorsque la Lune et le Soleil sont à proximité l'un de l'autre, ce qui signifie qu'il est impossible que le Soleil projette l'ombre de la Terre sur la Lune. Donc, si la Lune est un phénomène de plasma, comment a-t-elle pu se former en premier lieu? C'est dans l'appropriation et la diabolisation du symbole du svastika que nous trouvons des informations très intéressantes. L'existence d'une grande quantité de littérature historique et de symbolisme, suggérant l'ouverture d'un vortex au centre de notre monde, est trop répandue pour être une coïncidence. Nous avons déjà examiné une grande partie de ces éléments, mais étrangement, dans les années qui ont précédé et suivi la diabolisation et l'éradication complète de l'association du svastika avec le vortex, nous avons trouvé des informations supplémentaires concernant le vortex central qui sont étonnantes. Outre l'appropriation du svastika comme emblème, les nationaux-socialistes étaient également obsédés par un symbole très similaire, celui du soleil noir. Avant la montée du régime national-socialiste, il existait en Allemagne une société secrète occulte appelée la Société de Tulle, parfois prononcée alternativement Thulé, composée de sous-factions en son sein. L'une de ces sous-sociétés, nous dit-on, était la Société du Soleil Noir. Influencée par les Rosicruciens et d'autres groupes hermétiques, la Société de Thulé mettait l'accent sur la supériorité d'une prétendue race aryenne dotée de pouvoirs mystiques innés. La Société Thulé tirait son nom d'un pays mythique du Nord dans la légende grecque. Thulé était censé être un pays situé plus au nord. D'autres l'ont appelé Hyperborée. La Société de Thulé croyait, nous dit-on, qu'une race ancienne, les Aryens, avait colonisé notre Terre et qu'elle se trouvait au centre de notre Terre creuse. L'amiral Byrd, l'explorateur militaire de l'Antarctique, a également fait référence à une Terre creuse avec une entrée au pôle Nord. La Société de Thulé croyait également que le Soleil noir était une grosse boule de matière prima qui existait au centre de la Terre et qui émanait des radiations sous forme d'énergie virile. Cette énergie porte de nombreux noms. Certains l'ont appelée Chi, lumière astrale, force sodique ou orgone. En 1933, le principal architecte de l'événement connu sous le nom d'Holocauste, Heinrich Himmler, acquit le château de Wewelsburg, un merveilleux morceau d'infrastructure et de technologie de l'ancien monde. Il a soi-disant remodelé le château, et ce faisant, a fait reproduire le symbole du soleil noir sur le sol en marbre, de ce qui est devenu la salle du général. Une grande partie de ce qui a fait surface concernant les sociétés secrètes allemandes avant et pendant le régime national-socialiste est une désinformation délibérée, soigneusement contrôlée dans le seul but de faire diversion et de diaboliser. La désinformation concernant ces sociétés a servi à alimenter le programme des ovnis et des extraterrestres que de nombreuses personnes, telles que Jordan Seifer, David Wilcock et Corey Goode, ont depuis lors adopté et promu. Ils font partie d'un programme d'opposition contrôlée. Ce sont des menteurs. L'unique intention de divulguer des informations sur les sociétés secrètes allemandes était d'associer le concept ridicule d'une race aryenne extraterrestre supérieure, existant dans le noyau nord de notre monde, ou souvent au centre, avec une dictature maniaque qui a entraîné un génocide horrible, ou en d'autres termes, de les faire paraître plus fous qu'ils ne l'étaient déjà. Les contrôleurs de notre monde ont dû s'approprier le svastika et éradiquer son association symbolique avec le vortex central électromagnétique et physique de la Terre. Et bien que je ne pense pas qu'il existe un soleil noir sous nos pieds, si cette notion semble absurde et farfelue, rappelez-vous simplement que la majorité de la population mondiale a déjà accepté l'idée qu'il y ait une sorte de sphère sombre sous leurs pieds, agissant comme une source d'énergie électromagnétique de notre monde. Le phénomène de l'héliocentrisme a convaincu tant de gens qu'à l'intérieur de leur petite boule bleue, il existe un noyau sphérique de fer solide à une température de plus de 5000 degrés, leur propre soleil noir. Il est intéressant de noter qu'il ne représente jamais ce noyau de fer avec les associations habituelles de couleur noire ou gris foncé des métaux dans leurs illustrations, bien qu'ils nous disent qu'il s'agit d'une sphère cristalline de fer solide. Autour du noyau de fer solide se trouve une couche extérieure de fer fondu. Et c'est à cause de ce fer liquide chaud, nous dit-on,
que la Terre a un champ magnétique torique. Et des millions de personnes ont accepté cette idée et ces diagrammes stupides qui ressemblent à des Satsuma, malgré le fait que la profondeur la plus importante qu'un humain ait jamais fourrée dans la Terre est de seulement 12 km. Le modèle héliocentrique doit reconnaître l'existence d'une source d'énergie interne, car elle est bien réelle et notre monde ne peut exister sans elle. Il est probable que la notion d'un soleil noir sous nos pieds soit une distraction supplémentaire, bien qu'elle ne soit pas aussi absurde que le modèle héliocentrique Satsuma. Nous y reviendrons plus tard. Ce qui est important maintenant, c'est que non seulement nous avons un autre exemple du concept d'un noyau noir au centre de notre royaume, et une autre référence à un vortex central et à une ouverture, mais nous avons aussi une référence à l'énergie, ou à ce que la société de Thulé appelait le vril, qui rayonne à partir de cette ouverture. Et si c'est vraiment le cas, alors nous avons un modèle théorique dans lequel la formation du Soleil et de la Lune est complètement logique. Ce que je vais essayer de transmettre maintenant est complexe et je ferai de mon mieux. Mais j'ai besoin que vous oubliez d'abord tous les modèles terrestres avec lesquels vous vous êtes familiarisés. Il se peut que les choses n'aient pas de sens au début, mais à la fin, elles en auront. Commençons par le monde et le firmament, puis par une ouverture centrale. Et maintenant, incorporons notre monde connu tel qu'il est décrit sur la Lune par Sturgios. Et enfin, ajoutons la source ou la bobine électromagnétique en dessous. Qu'il s'agisse d'une roche magnétique ou d'une bobine électromagnétique, la source du champ magnétique de notre monde est située au centre et sous nos pieds. Et toute source d'électromagnétisme intense produirait un fort rayonnement. Personne ne peut l'affirmer avec certitude, mais il est fort probable que le plasma concentré que nous appelons la Lune soit le résultat d'une forme unique de rayonnement, similaire au rayon X, qui émane de cette source via une ouverture ou un vortex. Des rayons X ou des faisceaux de radiation très puissants émaneraient, selon les lois de la physique, de ce vortex central en ligne droite divergente. Comme les rayons X, ils seraient également invisibles. Les faisceaux divergents continueraient jusqu'à entrer en contact avec le firmament lui-même. Les faisceaux de rayons X diffèrent des faisceaux lumineux et n'ont pas tendance à se réfléchir. Les rayons X sont comme une forme superpuissante de lumière, et comme leurs longueurs d'onde sont plus courtes que celles de la lumière ordinaire, cela signifie que leur fréquence est beaucoup plus élevée. Pour cette raison, les rayons X peuvent traverser des objets que la lumière ordinaire ne peut pas traverser, ce qui signifie que les rayons X ne sont pas facilement réfléchis. Il n'existe pas beaucoup de matériaux qui reflètent, diffusent, réfractent ou redirigent les rayons X. Et si je ne dis pas à proprement parler que les rayons X en sont la cause, toute forme de rayonnement puissant se comporterait de la même manière. Il existe des matériaux qui peuvent réfléchir les rayons à haute énergie, et c'est un homme nommé Lawrence Bragg qui, en 1913, a découvert que les structures cristallines reflètent les rayons X. C'est exact, des structures cristallines, un firmament cristallin. La réflexion de Bragg est utilisée par exemple pour focaliser la lumière monochromatique et il existe un dispositif appelé monochromateur qui utilise des miroirs cristallins incurvés pour réfléchir les rayons X afin de focaliser la lumière monochromatique. Les monochromateurs standards utilisent un prisme pour décomposer la lumière. Cette image est très familière et Wikipédia l'affiche pour que tout le monde puisse la voir. Elle est maintenant associée à un album de musique tristement célèbre. Quel est le titre de cet album ? Ils nous le disent. Cela signifie que nous sommes sur la bonne voie. Les faisceaux de radiation réfléchis par le firmament de cristal seraient probablement redirigés vers le bas, décentrés et dans l'ionosphère au-dessus de nos têtes. La même ionosphère dans laquelle l'énergie électromagnétique éthérée a été récoltée. C'est ici que les rayons convergeront et se concentreront pour générer le phénomène de plasma que nous appelons la Lune. L'idée que les rayons électromagnétiques se réfléchissent dans le firmament et convergent dans l'ionosphère peut sembler saugrenue, mais il existe de nombreuses expériences amateurs que vous pouvez réaliser vous-même afin de démontrer le pouvoir de concentration des rayons lumineux. Comme on le voit ici, les rayons du soleil réfléchis dans le miroir concave sont capables de produire une chaleur intense et d'allumer un feu. Les rayons lumineux réfléchis se concentrent en un point pour générer de l'énergie. Et n'oubliez pas que les faisceaux de rayonnement, comme les rayons X, sont beaucoup plus puissants que les rayons lumineux. Si la Lune est un point de plasma concentré et condensé, alors cela doit se produire dans l'une des couches de l'ionosphère au-dessus de nous. Tous les gaz nobles internes de notre ionosphère apparaissent dans différentes couches et à différentes altitudes.
Nous avons vu comment ils sont chargés par l'électromagnétisme du Soleil pour former le ciel de plasma. À une certaine altitude dans l'ionosphère, il y a deux couches de gaz de néon et d'hélium. Il est probable que le Soleil se forme de façon similaire à l'intérieur de ces couches. Après tout, l'hélium est linguistiquement très similaire à Hélios. Il est cependant probable que la Lune se forme au niveau d'altitude où le gaz krypton est présent. Le krypton est connu pour sa lumière blanche phosphorescente. Il est également utilisé pour créer du plasma non thermique ou froid, comme le démontrent les scientifiques contemporains qui développent ce domaine aujourd'hui. La raison principale pour laquelle la lumière de la Lune est froide et non chaude comme celle du Soleil n'est pas connue, mais elle est probablement due à une polarité produite par leur interaction avec notre champ électromagnétique dans l'ionosphère, la Lune étant le diélectrique de polarité négative par rapport à la charge positive du Soleil. Les cratères observés sur la Lune sont probablement dus à la génération de ce plasma. Il s'agit peut-être d'une sorte d'émulsion de plasma qui présente une sorte de dégazage ou de bouillonnement, comme on le voit avec les défauts de peinture à l'uréthane. Récemment, des théories bizarres ont émergé, selon lesquelles nous vivrions à l'intérieur de l'un de ces cratères sur la Lune. Ce n'est pas exact. La Lune est une sorte de plasma phosphorescent et concentré, et non un objet solide. Vous pouvez voir la formation de ce plasma et de ces cratères ici même. Ce n'est pas solide, c'est une lumière. Et c'est génial, car nous avons un modèle très réaliste et fonctionnel de la formation de la Lune. Ce que nous n'avons pas, en revanche, c'est une explication de la formation de l'image composite de sa surface. Comme je l'ai déjà dit, l'image que nous voyons sur la Lune ressemble à une photographie composite au rayon X de notre vaste monde. Il ne s'agit pas d'un reflet actif, mais plutôt d'un moment historique capturé dans le temps. Et bien sûr, personne ne sait comment il se forme, à l'exception de ceux qui se trouvent dans les hautes sphères. La Lune est un phénomène paradoxal, à la fois un luminaire volatile de plasma, dont la luminosité s'affaiblit, et une image immuable capturée à un moment donné, qui ne semble pas changer. Nous ne voyons jamais que cette image de la Lune, et elle ne change jamais. Cette image étrange et mystérieuse, qui a intrigué et inspiré des millions de personnes, pourrait être le résultat d'un phénomène organique naturel, ou peut-être même artificiel. Là encore, seuls les contrôleurs le savent. Le mot « photo » vient du grec « photos », qui signifie lumière, d'où des mots tels que photosynthèse, qui signifie la synthèse de la lumière dans laquelle les plantes récoltent l'énergie lumineuse et la convertissent en énergie chimique. Un photon est le quantum du champ électromagnétique, comprenant le rayonnement électromagnétique tel que la lumière. La notion selon laquelle l'imagerie photographique n'est pas un phénomène organique naturel est une énorme idée fausse. Cette assertion n'est pas correcte. Le mot photographie signifie dessin à la lumière. Le concept de matériau naturel sensible à la lumière est bien compris. Notre corps commence à s'assombrir lorsqu'il est exposé à trop de lumière solaire. En fonction de l'exposition aux UV, notre corps peut développer des lignes de bronzage. La lumière dessine littéralement sur nous. Certaines textures et certains textiles peuvent s'estomper ou remonter à la surface lorsqu'ils sont exposés à la lumière. Et il existe des obturateurs naturels de caméra. Un obturateur naturel de caméra se produit lorsqu'un espace obscurci avec un trou permet aux rayons lumineux de pénétrer depuis l'extérieur de l'espace, ce qui entraîne la projection d'une image de l'espace extérieur à l'intérieur de la zone obscurcie. Nous pouvons même voir des images projetées d'une éclipse solaire ici, sur le sol, sous une canopée de feuilles, grâce au trou dans celle-ci. Cet obturateur naturel de l'appareil photo a bien sûr inspiré les premiers développements de la technologie photographique. Il est intéressant de noter que le gaz noble krypton, le même gaz présent dans notre ionosphère, est utilisé depuis des années, nous dit-on, comme composant intégral des flashs des appareils photo pour la photographie à grande vitesse. C'est également un composant essentiel des scanners IRM hyperpolarisés. Il est également possible que le visage de la Lune ne soit pas un phénomène naturel, mais le résultat d'une expérience. Les films photographiques et radiographiques sont créés par la fusion d'une émulsion de gélatine avec des cristaux d'argent microscopiques. Grâce à cela, l'exposition à la lumière permet de capturer une image latente invisible. Lors de l'exposition à la lumière, les cristaux d'halogénure d'argent atteignent une taille visible, et c'est ce qu'on appelle l'impression de l'image. L'argent microscopique était essentiel à la production d'images photographiques traditionnelles, sans quoi cette technologie n'aurait jamais vu le jour.
Il est intéressant de noter que, dans leur alignement des métaux nobles avec les corps astronomiques, les alchimistes ont désigné la Lune comme ayant le pouvoir sur le métal argent. La naissance de la photographie moderne a commencé en 1800, nous dit-on, lorsque l'oncle de Charles Darwin a essayé de capturer l'image produite par un appareil photo obscurcissant. Il a découvert qu'en enduisant du cuir blanc de nitrate d'argent, il était possible de capturer partiellement des images réelles. L'utilisation du nitrate d'argent a été développée par Louis Daguerre, qui a donné naissance au daguerréotype et à la photographie moderne. Mais ce qui est intéressant, c'est que le nitrate d'argent porte un autre nom. Ils l'ont appelé lunar caustique, en hommage à l'association entre la Lune et l'argent par les alchimistes. Il est également intéressant de noter que de nombreuses représentations maçonniques des alchimistes représentent le Soleil et la Lune sous forme de rayons réfléchis. Quelle coïncidence que les alchimistes, qui n'ont probablement pas existé comme on nous le dit, aient associé la Lune au métal même, sans lequel la photographie traditionnelle est impossible. Ce n'est pas une coïncidence. Les habitants de l'Ancien Monde savaient ce qu'était la Lune, et peut-être qu'une civilisation plus ancienne qui les a précédés, et qui était également technologiquement avancée, a contribué à rendre cette image sur la Lune. Ce n'est pas une notion si absurde, si l'on considère que nous expérimentons continuellement des choses à l'échelle cosmologique aujourd'hui. Mise en scène de faux lanceurs de fusées qui s'accrochent parfois au firmament, développement de soleils artificiels et certains démons en haut lieu essaient même de trouver des moyens d'obscurcir le soleil. Les humains ont toujours poussé leurs ambitions à l'extrême lorsqu'il s'agit des luminaires, et je ne vois pas pourquoi les civilisations avancées du passé auraient été différentes. Mais la façon dont ce phénomène d'image composite est apparu n'est pas important pour notre voyage. C'est ce qu'il nous montre qui est important. Et peut-être vaut-il mieux laisser la Lune enveloppée de mystère. Qu'il s'agisse d'une image photographique, radiographique, naturelle ou artificielle, l'important est sa nature composite. L'image que nous voyons ici est une combinaison d'au moins deux images fixes qui sont superposées l'une à l'autre. La première image que nous voyons, comme l'ont montré à maintes reprises les travaux révolutionnaires de Sturgios, est un contour squelettique des masses terrestres de notre monde, semblable à une radiographie et d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. Dans cette image, nous voyons tous les continents que nous associons à la Terre, ou ce que l'on appelle plus justement le monde connu, représenté par les zones sombres de l'image, et nous voyons également de vastes étendues de terre et de continents que nous ne connaissons pas du tout. Sturgios a révélé que si vous traitez la Lune comme l'image miroir qu'elle est, et que vous retournez son image comme vous le feriez avec n'importe quel reflet, alors vous pouvez commencer à cartographier les masses terrestres connues avec une extrême précision. Et c'est exactement ce que Sturgios a fait, cartographier le monde connu capturé dans la Lune jusqu'à ses grands lacs et déserts. Les similitudes frappantes entre la masse continentale de notre monde connu et celle capturée sur la Lune sont bien trop exactes pour être une quelconque coïncidence. Nous l'avons sous les yeux tous les jours, littéralement. Il est probable que personne n'ait jamais fait le lien entre ces deux éléments avant, à cause de cette masse terrestre inconnue que Sturgios a nommée Lémurie. Et cette masse terrestre est très importante, car nous savons qu'elle n'existe plus. Les théories sur l'existence de la Lémurie en tant que continent perdu existent depuis le XIXe siècle, la plupart d'entre elles plaidant pour sa localisation quelque part autour de l'océan Indien. Ceux du XIXe siècle ont également parlé d'un autre continent perdu appelé Mu. Ils sont une seule et même chose. Les anciennes cartes de Mu situent la Terre exactement à l'endroit où elle se trouve sur la Lune. Et en 2007, Masaaki Kimura a découvert d'énormes structures, dont des pyramides, des châteaux et des routes, au fond de l'océan, quelque part au Japon, un endroit très similaire à celui où la Lémurie se trouve ici sur la Lune. Le continent a sombré il y a des années et cela est très utile, car cela signifie que cette image n'est pas une réflexion active, mais un moment capturé dans le temps avant que le continent ne sombre. La deuxième image, dont nous sommes simultanément témoins dans notre Lune, est celle du firmament lui-même. Oui, vous avez bien entendu, la Lune est la seule image officielle connue de notre firmament. La face de la Lune est une image composite, et nous devons séparer les images pour bien comprendre ce que nous voyons. Nous avons la masse terrestre du vaste monde, et il s'agit d'une image sous un certain angle. Puis nous avons une autre image sous un angle différent. Je ne peux qu'illustrer cela en vous le montrant.
Cette zone spécifique de la Lune est principalement ce qui donne au phénomène son apparence sphérique en 3D. Les menteurs héliocentriques aiment cette zone de la Lune, et ils l'ont utilisée comme une arme de tromperie contre nous. Ce n'est pas un cratère avec des rayons comme ils nous le disent. Regardez de plus près, regardez bien. Ce ne sont pas les marques d'un objet sphérique. C'est le sommet du firmament en dôme depuis l'intérieur du dôme. Regardez bien. C'est une image composite sur la Lune, présentant les deux images simultanément. Et ceci est l'intérieur d'un dôme hémisphérique. Et maintenant, vous voyez, si vous alignez le point d'apex central d'un dôme hémisphérique intérieur, alors cela devient tout à fait évident. Si vous effacez les lignes vectorielles restantes du dôme, alors cela devient vraiment évident. Et une fois que vous le voyez, il devient très difficile de ne plus le voir. Ce n'est pas une sphère, c'est une illusion d'optique. Ce sont les marques d'un dôme hémisphérique. Et c'est non seulement le sommet de la couronne intérieure du firmament, mais aussi un reflet du centre de notre monde. Cette zone de la Lune donne sa forme sphérique à cause des rayons qui en émanent. Mais comme vous pouvez le voir, c'est une illusion d'optique. Les rayons sont en fait des nervures hémisphériques qui partent de la couronne du dôme. La zone au milieu de ces nervures n'est pas un cratère. C'est le vortex situé directement sous le point le plus haut du dôme. Les contrôleurs ont nommé cette zone Tycho. On nous dit que ce nom lui a été donné par l'astronome jésuite Giovanni Riccioli en 1651. Sans Tycho, les contrôleurs de notre monde auraient beaucoup de mal à convaincre des millions de personnes qu'elles vivent sur une boule tournante géante. Et comme pour tout le reste, ils ont utilisé Tycho pour cacher les choses à la vue de tous. Par exemple, un autre astronome maçonnique du XVIIe siècle, Pierre Gassendi, l'a appelé Umbilicus Lunaris, le nombril de la Lune. Ce qui est intéressant, car la mythologie nordique utilise le même simulacre du nombril pour décrire le Vegarmir, le tourbillon au centre de notre monde. L'Odyssée de l'espace d'Arthur C. Clarke, l'un des romans de science-fiction les plus célèbres de tous les temps, présente un cratère sur la Lune nommé Tycho. Dans ce roman, les scientifiques constatent qu'un puissant champ magnétique émane du cratère et découvrent qu'il provient d'un monolithe cubique noir enterré à 50 mètres dans le cratère. Un monolithe noir, un rupes nigra, une roche noire magnétique. Si vous séparez les deux images, vous pouvez voir clairement qu'il s'agit en fait de deux images sous deux angles différents, qui se sont en quelque sorte superposées l'une à l'autre. Nous ne voyons pas d'océan ou de masse d'eau capturée dans la première image, ce qui suggère qu'une sorte de rayonnement X est en jeu. C'est pour cette raison que nous ne voyons pas de vortex au centre de la première image. Et encore une fois, personne ne sait comment ces images ont été formées. Mais si une sorte de faisceau de rayonnement était responsable, alors la première image des masses terrestres de notre vaste monde a très probablement été capturée lorsque les rayons ont frappé le firmament et lorsque ces rayons ont été réfléchis dans notre ionosphère et ont commencé à former la masse de plasma que nous appelons la Lune. Il est probable que la deuxième image a été capturée, c'est l'image du firmament, de la structure existant au-dessus de nous. Et c'est pourquoi nous pouvons voir le contour de cette structure, les étoiles au-delà de cette structure et la réflexion du vortex, et d'autres grandes profondeurs en dessous. La Lune est un chef-d'œuvre de perspective déformée, une incarnation plasmatique de la théorie, ce qui est en haut est en bas. Et il va falloir beaucoup de travail et d'attention pour lisser cette distorsion afin d'essayer d'obtenir une image suffisamment fidèle pour créer une carte correcte du monde dans lequel nous vivons. Et parce que la Lune est une masse de plasma semblable à un disque, la première image de la Terre présente une certaine distorsion curviligne, et vous pouvez la voir ici sur les bords, alors que la Terre commence à se déformer et à s'enrouler légèrement. Un travail sérieux doit être effectué pour créer une projection plate de cette distorsion. Mais cela ne devrait pas être trop difficile, car la distorsion est minime sur ses bords. Et c'est pourquoi Sturgios peut cartographier les cercles de latitude, les saisons et les fuseaux horaires avec une grande précision. Une carte sans distorsion pourrait ressembler à ceci. Mais des questions importantes demeurent. Si le vortex central est absent de l'image de la Terre sur la Lune, alors pourquoi Sturgios a-t-il tracé la Terre que nous supposons être l'hyperborée ici, et qui n'est pas au centre? Et qu'en est-il de toutes ces autres terres? Le Soleil et la Lune ne peuvent pas voyager au-dessus de toutes ces terres, car il leur faudrait plus de 24 heures pour en faire le tour, et nous connaissons les trajectoires du Soleil et de la Lune.
Et la grande question, celle que vous voulez désespérément poser depuis que vous avez découvert la seule carte que nous ayons. Où est le mur de glace dont vous, les platistes, parlez sans cesse? Commençons par l'hyperborée. Et c'est ici que de nombreux platistes peuvent éprouver une dissonance cognitive. Bien que Sturgios ait tracé l'hyperborée ici, il n'y a aucune preuve qu'il s'agisse de la véritable hyperborée. Il y a beaucoup de masses terrestres différentes dans cette région, et nous ne pouvons pas en être sûrs. Cela me fait mal de dire que l'hyperborée n'existe peut-être pas comme nous l'avons cru. L'hyperborée de Makita est probablement l'œuvre des maçons pour nous écarter du vrai chemin. Et c'est ce à quoi sert notre objectif, n'est-ce pas? Creuser pour trouver la vérité est une entreprise difficile, et en creusant plus profondément, nous nous rendons compte que les artefacts que nous avons découverts auparavant ne sont peut-être pas aussi utiles ou importants que nous le pensions au départ. Nous nous trompons tous, mais restez avec moi. Pas besoin de désespérer pour le moment. Il est très intéressant que la carte d'Abano Monte ait été ajoutée à la collection de cartes de l'Université de Stanford et mise à la disposition du public en 2017, la même année où la Terre plate gagnait considérablement en popularité et où les gens commençaient à se réveiller. Il est aussi intéressant qu'elle ait été disposée comme une planosphère. Les énormes feuilles individuelles de cette carte étaient initialement disposées comme une projection d'Atlas. Mais David Ramsey a acheté une carte en 2016 et l'équipe s'est mise au travail en scannant chaque feuille individuellement et en les traitant numériquement pour les enrouler autour d'une sphère. Peut-être que la publication de la merveilleuse carte de Monte était une tentative de faire croire aux platistes qu'Hyperborée était située au pôle Nord et de convaincre les dubitatifs qui ne s'étaient pas encore vraiment réveillés. Un acte très subtil de manipulation. Mais pourquoi voudrait-il que les platistes restent fixés sur l'Hyperborée? J'ai quelques idées concernant l'hyperborée, mais d'abord nous devons nous tourner vers les horloges. Ceux de l'Ancien Monde savaient. Ils savaient exactement sur quel type de terre ils vivaient et c'est affiché pour que tout le monde puisse le voir juste ici, dans les horloges astronomiques. Le cadran zodiacal ici, ou ce qui est officiellement connu comme le cadran écliptique, sur l'horloge astronomique de Prague prétendument construite au XVe siècle, ne divise pas ces arcs de constellations de 30 degrés de manière égale. Il est également décentré par rapport à la carte située derrière et apparaît déformé. Ainsi, de nombreuses horloges de l'Ancien Monde présentent des cadrans écliptiques très similaires. Mais regardons d'un peu plus près cette magnifique horloge de Prague. Comme vous pouvez le voir, le cadran écliptique contient une bordure qui présente une série de lignes verticales. Ces lignes représentent une tranche de 5 jours, et chaque section zodiacale représente un mois. Les habitants de l'Ancien Monde utilisaient ce cadran pour suivre les saisons, les phases de la Lune, et pour présenter la date. Mais dans un monde de cercles parfaits, pourquoi 6 des arcs de 30 degrés sont-ils représentés dans un espace plus petit que les 6 autres? Ils contiennent tous 5 sections. Alors pourquoi sont-ils différents? Comme vous pouvez le voir ici, l'horloge astronomique de Prague présente la Terre au milieu. Pourquoi le cadran écliptique doit-il être plus grand et décentré par rapport à la représentation de la Terre? Les menteurs officiels de notre monde, les contrôleurs sataniques, ont bien sûr une réponse. Et ils nous disent que c'est parce que le cadran de l'écliptique est une projection stéréographique. La projection stéréographique est une fonction de cartographie qui projette une sphère sur un plan. Toutes les cartes sont des projections stéréographiques. Nous n'avons pas de carte précise. Wikipédia nous dit que le plan de l'écliptique est projeté sur le cadran de l'horloge et qu'en raison de l'angle de rotation incliné de la Terre par rapport à son plan orbital, il est décentré et apparaît déformé. Le point de projection de la projection stéréographique est le pôle Nord. Dans leur modèle héliocentrique fabriqué, la Terre a une inclinaison axiale de 23,4 degrés. Les contrôleurs ont dû inventer l'inclinaison axiale pour justifier tout le mensonge sphérique, pour justifier les saisons, les climats très différents, et pour justifier la position fixe absolue de l'étoile polaire par rapport au vrai nord géographique. La raison pour laquelle l'étoile polaire ne semble pas bouger, disent-ils, est que celle-ci se trouve presque en ligne directe avec l'axe de rotation de la Terre, au-dessus du pôle Nord, le pôle Nord céleste. L'étoile polaire est presque immobile dans le ciel et toutes les étoiles du ciel boréal semblent tourner autour d'elle. Rappelez-vous, tout dans leur modèle se déplace à des vitesses incompréhensibles. Mais nous pouvons voir de nos propres yeux que l'étoile polaire reste fixe.
S'ils n'avaient pas inventé l'inclinaison axiale, ou ce que l'on appelle l'obliquité de l'écliptique, ils n'auraient aucun moyen de justifier cela dans leur modèle féerique de planètes en orbite. L'étoile polaire ne bouge pas, elle reste fixe. Si vous êtes en Islande ou en Amérique, vous pouvez filmer une traînée d'étoiles de l'étoile polaire et elle reste fixe, mais elle n'est pas fixée directement au-dessus de nos têtes dans ces endroits. Le seul endroit où l'on peut l'observer directement au-dessus de nos têtes à un angle de 90 degrés est le véritable pôle Nord géographique. Vous savez, cet endroit où personne ne s'aventure. Et c'est pourquoi ils ont inventé l'inclinaison. Ils nous disent que le véritable pôle Nord géographique de la Terre est incliné directement vers l'étoile polaire et que comme la Terre tourne sur ses petits axes, l'étoile polaire semble rester fixe. Ils nous disent que la nature inébranlable de l'étoile est une illusion d'optique. Mais leur mensonge s'effondre rapidement lorsque l'on considère que tout le système de constellations des étoiles là-haut reste constant. Nous voyons toujours les mêmes étoiles et les mêmes constellations. Si la Terre tournait sur son axe en orbite autour du Soleil, et que ce dernier traversait notre galaxie, qui se déplace également dans un univers plus vaste, la précession de l'équinoxe serait-elle vraiment si prévisible? Les constellations des cercles tropicaux de latitude apparaîtraient-elles vraiment avec une telle constance en union, année après année, au solstice, ou cela semblerait-il un peu plus aléatoire? Ce sont des menteurs, et nous savons tous que l'eau ne ment pas. L'eau au repos n'est pas courbe ou convexe. Car voyez-vous, les contrôleurs sataniques sont passés maîtres dans l'art de la rétro-ingénierie. Le cadran écliptique du zodiaque céleste n'est pas une projection stéréographique. L'ensemble du modèle héliocentrique relève de la science de la rétro-ingénierie, et ils ont dû commencer à partir de l'étoile polaire et remonter le temps, afin de justifier sa position fixe et inamovible, et s'assurer qu'elle était compatible avec leur globe. L'horloge astronomique de Prague a été considérablement modifiée au cours des 200 dernières années. Elle a subi des incendies, a été restaurée et modifiée. Et vous pouvez le voir ici, dans la façon dont la projection de la Terre derrière l'horloge a changé au fil du temps, passant d'une carte plate à une sphère bombée et disgracieuse. Mais regardez, quand vous alignez le cadran écliptique avec la carte de notre vaste monde, alors tout devient logique. Les constellations du zodiaque apparaissent déformées, bien qu'elles aient toutes 5 sous-sections égales, parce que notre emplacement est limité à une portion du vaste monde, et que cela régit notre perspective d'observation des étoiles. La forme de ce cadran n'a rien à voir avec une inclinaison axiale. Elle est conçue de cette façon pour refléter notre monde connu à l'intérieur de cette poche de champ magnétique. Le monde est beaucoup plus vaste, et par conséquent, le firmament et la circonférence des étoiles fixes dans l'eau au-delà sont beaucoup plus grands que la circonférence de notre propre champ magnétique. L'étoile polaire est ici, au-dessus du centre, et ceci est très important. Ils nous disent que notre pôle nord magnétique est séparé de ce qu'ils appellent le vrai nord géographique. Notre pôle nord magnétique se déplace. Comment est-ce possible? Est-ce un autre de leurs mensonges? Non, ce n'est pas le cas. C'est une demi-vérité, et ils nous disent que, sur une période d'un siècle, le pôle nord magnétique s'est déplacé de son emplacement, juste au-dessus du Canada, à celui du Groenland, et qu'il est maintenant en route pour la Sibérie. Il se déplace rapidement. Pourquoi? Le symbole du svastika et du soleil noir offre quelques indices à ce sujet. Depuis des années, les platistes considèrent que le pôle nord magnétique et le pôle nord géographique sont synonymes. Mais ils ne le sont pas. Comme vous le savez, le svastika symbolise le vortex, mais le soleil noir pousse son message symbolique plus loin. Le cercle central représente le noyau de fer, le soleil noir, ou ce que le fictif Mercator appelait le rupes nigra. Mais regardez de plus près, il y a un autre anneau à l'extérieur du noyau central. Rappelez-vous que le soleil noir est le noyau énergétique à l'intérieur du vortex. Et rappelez-vous aussi que dans le modèle héliocentrique, ils reconnaissent que le noyau de la Terre est une sphère de fer solide, mais qu'il existe aussi un noyau externe de fer liquide en fusion. Ils nous disent également que ce noyau externe liquide est responsable de la production de notre champ magnétique et de nos pôles en mouvement. C'est pourquoi le pôle se déplace, car le champ magnétique n'émane pas du noyau solide, mais d'un noyau externe volatile. C'est ce que représente le deuxième cercle ici. Et tout comme ce qui est lié à l'héliocentrisme, il suffit d'appliquer le bon sens et d'aplatir la courbe pour que les choses deviennent logiques. Il n'y a pas de noyau externe sphérique,
mais une sorte de bobine électromagnétique, peut-être même faite de fer fondu, entourant le noyau central solide. Au niveau du noyau, nous avons un vortex qui s'ouvre, mais la véritable source d'énergie volatile se trouve en dessous. Le noyau central est semblable à un cadran d'horloge centrale. Il est solide et reste fixe, alors que tout le reste bouge autour de lui. Mais il est aussi la clé de voûte responsable de tout ce mouvement. Tout ce qui entoure notre monde bouge. Les étoiles au-dessus de nous, le Soleil, la Lune et le noyau électromagnétique extérieur sous nos pieds. Tandis que la Terre elle-même et le noyau central solide restent immobiles. Non seulement ce noyau extérieur se déplace et entraîne avec lui notre pôle nord magnétique, mais il est très probable qu'il se déplace en fonction de la précession de l'équinoxe, en même temps que les étoiles au-dessus de nous, qui quittent leur position fixe, ce qui signifie qu'il se déplace probablement de 30 degrés de la circonférence du monde tous les 2160 ans. Le pôle nord magnétique se déplace lentement, et c'est aussi naturel que le voyage concentrique du Soleil et de la Lune au-dessus de nous. Et c'est pourquoi le symbole du Soleil noir est une roue à 12 rayons. Chaque rayon représente une constellation fixe du zodiaque. Chaque rayon représente un âge individuel. Et le résultat est une situation comme celle-ci. Tous les 2160 ans, notre pôle magnétique nord fait le tour du noyau solide interne et du vortex de 30 degrés. C'est pourquoi le pôle s'est déplacé du Canada et est en route vers la Sibérie. Il traverse le cercle central extérieur, ou ce que l'on appelle plus justement le cercle magnétique. Nous vivons à l'intérieur d'une horloge parfaite, à l'intérieur de l'horloge de Dieu. Le Soleil et la Lune tournent autour de notre pôle nord magnétique, qui est situé approximativement au centre de la masse terrestre de notre monde connu. Mais ce pôle nord magnétique tourne autour du vortex intérieur et accomplit une révolution complète tous les 25 920 ans, ou ce qu'on appelle une grande année. Chaque grande année est constituée de 12 âges précessionnels ou astronomiques, de 2160 ans chacun. Nous sommes sur le point d'entrer dans l'ère du Verseau, et c'est pourquoi notre pôle nord magnétique est en route pour la Sibérie. Lorsqu'un pôle nord magnétique contourne un cercle magnétique central, le champ magnétique torique se déplace avec lui. Le Soleil et la Lune sont liés dans leur révolution par notre pôle nord magnétique et, de ce fait, ils se déplacent uniquement dans notre champ magnétique torique. C'est pourquoi le pôle nord magnétique sera toujours le centre de notre monde connu. Comme je l'ai déjà dit, la première image de la masse terrestre présentée sur la face de la Lune s'apparente probablement à une image au rayon X et n'a pas capturé de masse d'eau. Pour cette raison, elle n'a enregistré que les zones de notre monde à haute densité, comme la Terre. De la même manière qu'une image au rayon X capturera les parties de notre corps à haute densité comme les os, mais pas le sang dans nos veines. Dans un sens, il est approprié de considérer la masse terrestre capturée ici comme un squelette, et pour cette raison, elle n'a pas capturé l'eau ou l'océan qui entoure notre Terre, et ne présente pas de différenciation entre la masse terrestre gelée et celle qui ne l'est pas. Si le voyage concentrique du Soleil au-dessus de nous est lié par le pôle magnétique nord ici et son champ magnétique torique, et que ce champ magnétique entier se déplace avec le pôle, alors il est probable que nous soyons dans une situation de changement de climat, alors que ce processus se déroule. Toutes les zones en dehors de notre champ magnétique seront inévitablement gelées et dans l'obscurité par manque de lumière solaire. Et ceci est cohérent avec ce que certaines écritures nous ont dit. Et je vis les grands fleuves, et je suis allé vers le grand fleuve, et j'atteignis une grande obscurité, et je parvins là où aucun autre être de chair ne marche. Je vis les montagnes des ténèbres de l'hiver. Le voilà, votre mur de glace, et ce n'est pas un mur fixe, constant. Il fond et regèle continuellement, avec la révolution du pôle, au cours d'une grande année, et de chaque âge astronomique. Comprenez-vous maintenant pourquoi ils sont terrifiés par la fonte des glaces de notre Terre, supposée se réchauffer, et la raison de cette blague démoniaque d'un homme qui veut obscurcir le Soleil? Ils utilisent le changement climatique naturel dû à la rotation du pôle magnétique pour justifier toute une série de mesures inutiles et de blanchiment d'argent. Ils sont terrifiés car ils sont sur le point de perdre tout contrôle de la narration. Nous devons sauver de la fonte le précieux Antarctique, le dernier endroit vierge de la planète.
Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de masse continentale que nous pourrions appeler Antarctique. C'est un énorme mensonge. Quand ils font référence à l'Antarctique, il n'y a que le cercle antarctique. Et une grande partie des images de ce qu'on appelle l'Antarctique auraient pu être prises à n'importe quel endroit autour de ce cercle. Comme vous pouvez également le constater, les masses terrestres de l'Amérique du Sud, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie se trouvent toutes à proximité du bord extérieur de la grande carte du monde et seraient donc à proximité des fondations du firmament lui-même. C'est très probablement la raison pour laquelle il y a une forte présence militaire dans ces régions. Le changement de climat, la forme du cercle antarctique sont aussi naturels que le jour et la nuit. C'est un macro-processus de la grande horloge dans laquelle nous vivons. Nous avons déjà discuté de la manière dont les constellations dans lesquelles se trouve le Soleil pendant l'équinoxe et le solstice se croisent sur la route du zodiaque lorsqu'elles signalent l'âge et la désignation du tropique. Nous allons à nouveau examiner de plus près l'horloge de Prague. Le cadran central de l'horloge est placé au centre de notre champ magnétique et le Soleil et la Lune se déplacent dans ce champ. Notre champ magnétique est décentré par rapport à l'ensemble du vaste monde. Il ne s'agit pas d'une croix régulière, mais d'une vraie croix, ou de ce que l'on appelle aujourd'hui une croix latine ou un crucifix. Nous vivons dans la poutre transversale de la croix. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, notre pochette de champ magnétique dans le Grand Royaume forme également un croissant de lune. Pas le type de croissant de lune associé au mercure et à l'argent alchimique, mais ce type de croissant de lune. Le même symbole que les contrôleurs se sont appropriés et ont redésigné pour représenter la noblesse. La croix et le croissant sont des expressions naturelles inhérentes au fonctionnement de la machine temporelle dans laquelle nous vivons. Ils sont des expressions naturelles de l'horloge de Dieu. Et nous nous sommes trompés. L'étoile polaire n'est pas située à 90 degrés au-dessus de notre pôle nord magnétique, dans la région que nous appelons Arctique, où se trouvent le Groenland et l'Islande. L'étoile polaire se trouve au-dessus du vortex au centre du vaste monde. Et c'est ici que la distinction entre les directions cardinales géographiques et les directions magnétiques doit être soulignée. Lorsque nous voyageons dans notre monde connu ou sur les terres situées dans notre champ magnétique torique, nous utilisons une boussole magnétique et le pôle magnétique est au centre. C'est pourquoi lorsque nous voyageons d'ouest en est, nous décrivons un cercle, et lorsque nous voyageons vers le nord, nous nous rapprochons du centre, et lorsque nous voyageons vers le sud, nous nous éloignons directement du centre. Cependant, il existe aussi des points cardinaux géographiques. Et que disent les Écritures à ce sujet? C'est juste là, dans la référence d'Enoch aux 4 quarts du monde. Notre champ magnétique, selon Enoch, se trouve dans le nord géographique du vaste monde. On appelle la première région l'orientale, car elle est la première. On appelle la deuxième le midi, car le Très-Haut descend là. Puis la région du couchant, dont le nom est l'imparfaite. La quatrième région, dont le nom est nord, se divise en 3 parties. La première d'entre elles est l'habitation des hommes. La deuxième est dans les mers des eaux, et dans les abîmes, et dans les forêts, et dans les fleuves, et dans les ténèbres, et dans la nuée. Et la troisième partie est dans le jardin de justice. Le vortex se trouve au centre du monde, ou ce qu'il est plus approprié d'appeler le vrai nord. L'image radiographique de la Terre sur la carte de la Lune ne montre pas ce vortex, mais, comme nous l'avons vu, il est présent dans la deuxième image du firmament. Au sommet du firmament, nous le voyons refléter, le nombril du monde. Il se pourrait que le jardin de la justice, auquel Enoch fait référence, et qui est aussi connu sous le nom d'Hyperborée, soit situé à l'endroit même où Sturgios l'a tracé. Mais cette terre n'est pas le vrai nord ou le vortex central. Cela ne peut exister qu'au centre. Et comme indiqué précédemment, il y a une certaine distorsion curviligne présente dans l'image composite sur la face de la Lune. J'ai utilisé ma petite carte colorée à des fins strictement illustratives. Je ne suis pas un cartographe, mais j'ai essayé de lisser certaines de ces distorsions. Espérons que Sturgios s'attaque à celle-ci. Dans ma tentative rapide, et dans la carte lunaire réelle, nous voyons une étendue de terre au centre, juste ici. Peut-être s'agit-il du jardin de justice qui entoure le vortex central. Et peut-être que Enoch a dit qu'il était situé dans notre quart nord, parce qu'on ne peut y accéder que depuis ce quart. Qui sait?
Il est probable que les contrôleurs aient délibérément placé Hyperborée en Arctique dans les cartes frauduleuses afin de désorienter toute personne de nature curieuse et aventureuse. Si quelqu'un entreprenait de trouver le vrai Nord en utilisant ces cartes, il échouerait. Et en raison de la distinction entre la direction magnétique et la direction géographique, trouver le vrai Nord serait un exploit monumental, même sans leur tromperie. Si quelqu'un voulait vraiment voyager jusqu'au centre de notre grand royaume, il lui serait très difficile de le faire, et il faudrait qu'il abandonne complètement la boussole. Si le sud géographique de notre champ magnétique se trouve ici, avec les terres généralement associées au sud, alors le vortex central de notre vaste monde se trouve dans notre nord géographique, mais nous ne pourrons pas l'atteindre avec la boussole pointant vers le nord. Il n'est pas situé à notre pôle nord magnétique. Si vous utilisez une boussole pour voyager vers le nord, vous finirez par voyager ici. Si le pôle sud correspond à l'ensemble du cercle antarctique, alors pour voyager vers le vrai nord, il faudrait aller vers le sud. Mais même dans ce cas, cela échouerait très probablement. Si le centre est fait de fer, alors à un moment donné, il supplanterait le pôle magnétique sud de notre champ magnétique. Si par hasard vous aviez la chance de vous diriger vers le nord véritable, la boussole ne fonctionnerait probablement pas du tout à cause du noyau de fer. Selon ce texte mystérieux, l'invention Fortunata. Ici, la boussole du navire perd sa propriété et aucun navire ayant du fer à bord ne peut s'en sortir. Le seul moyen d'atteindre le vrai nord est la navigation céleste via l'étoile polaire, une compétence qui a été généralement éradiquée du savoir commun. Et je parie que ces océans sont très surveillés. Nous reviendrons sur les champs magnétiques plus tard dans notre voyage. Et nous devons vraiment nous réapproprier la définition du mot planète. Planète, une plus petite sous-section ou fraction d'un plan beaucoup plus grand. Le temps presse, chers auditeurs. Vous vous demandez pourquoi je vous ai amené dans cette sombre forêt. Pourquoi tout cela est important? Parce qu'il était une fois une réinitialisation. La ligne de temps établie est un mensonge. Nous ne pouvons pas commencer à tracer notre ligne de temps révisée, à moins que nous ne commencions à la tracer en accord avec le plus grand royaume que nous habitons. Nous devons appliquer l'horloge astronomique des âges pour nous rapprocher d'une certaine forme de clarté. Nous ne sommes pas encore sortis de la forêt. Et le sentez-vous déjà? La matrice entière commence à s'effriter. Tout ce que nous avons appris, tout ce sur quoi nous nous sommes appuyés pour façonner notre compréhension du monde dans lequel nous vivons temporairement, n'est plus fiable. Et il ne nous reste que nos propres yeux. Et tout ce que nous voyons encore et encore, c'est de l'eau à la recherche de son niveau plat. Nous voyons des restes structurels que ceux des livres d'histoire n'auraient pas pu construire. Et nous voyons un grand mal se multiplier. Nous n'avons que nos yeux et de vieilles photographies, des moments capturés dans le temps, le procédé de la photographie, l'art de la juxtaposition, de la comparaison et du contraste. Nous sommes si petits que notre monde est dans le miroir. Où sont les cartes de l'ère des poissons? Où est passée notre histoire? Et que sommes-nous devenus? Sommes-nous si différents de ceux que nous voyons au XIXe siècle? Regardons-nous, à la recherche désespérée du temps perdu. Nos bottes sont couvertes de boue. Nous avons passé des journées entières à creuser dans la déception, à creuser et à déplacer la boue. Nous creusons frénétiquement, fatigués et endoloris, mais nous n'abandonnons pas. Et que trouvons-nous? Les mêmes choses que nos ancêtres du XIXe siècle ont trouvées. Des lueurs de gloire et de beauté, des douleurs et d'émerveillement qui restent obstinément silencieuses, n'offrant aucune explication sur son existence ou sa genèse. De vieilles photographies et tant de gloire. Je ne vous ai pas encore montré à quel point ces structures sont impossibles. La seule chose que ces gens ont jamais construite est le mensonge, brique par brique. Et je dois vous montrer comment ils l'ont fait. Notre monde dans le miroir. Il était une fois une réinitialisation. Il y a eu beaucoup de grandes réinitialisations dans l'histoire de notre monde, toutes de nature très différente. Nous devons les examiner toutes. Comment réinitialiser le temps, remonter l'horloge. La mort est l'aube d'un nouvel âge. Ce n'était pas la première réinitialisation et ce n'est pas la dernière. Cela se produit à nouveau en ce moment. Des villes vides, une telle tranquillité.
Il y a une guerre qui se déroule chez nous, chers auditeurs, et la plupart n'ont même pas réalisé qu'il s'agit d'un type de guerre particulier et irrégulier. Guerre silencieuse, guerre de l'information, guerre biologique. Une guerre aussi vieille que le temps lui-même, une guerre entre les forces de la lumière et celles des ténèbres. Et nous sommes pris au milieu, à l'aube d'un nouvel âge, une guerre pour le Verseau, le porteur d'eau. Regardez l'eau. Et pour nous qui sommes tombés amoureux de la vérité et qui avons résisté aux ténèbres, nous portons l'armure de Dieu depuis si longtemps. Combien de vos amis et de votre famille vous ont abandonné? Combien d'entre eux vous ont laissé dans la boue? Et vous êtes restés inébranlables. Mais il est temps de prendre position et de devenir plus bruyant. Il est temps de dégainer l'épée de la vérité. Les aveugles vont avoir besoin de nous, car rien ne pourra arrêter ce qui va arriver. La légende d'Ophérus, portant le Christ, portant la vérité, pour qu'elle atteigne les masses. Je vais faire de mon mieux pour continuer notre voyage. Mais comme les choses deviennent encore plus sombres, les lumières vont inévitablement s'éteindre et notre voyage pourrait se terminer ici. Mais vous en savez plus que vous ne le pensez, plus que vous n'en avez besoin. Vous avez vu assez de tromperies. Ne croyez pas une seule chose de ce qu'ils disent. Nous devons essayer et continuer à avancer. L'horloge fait tic-tac et nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devons aller en Sibérie. Il y a quelque chose de gelé dans la glace, il faut l'examiner. Allez, il est temps d'aborder la grande question. Qui étaient les citoyens du futur? Et ce n'est pas ce que vous pensez. La chronologie est fausse et les cartes sont fausses. Ce n'est pas la réponse. Non, car voyez-vous, ils avaient un roi à leur tête, et pas n'importe quel roi.